Sébastien, c'est un vrai plaisir d'être parmi vous ce matin, d'autant plus que c'était inespéré. Alors inespéré à cause du train, effectivement, 3h30 pour faire Paris-Deauville, c'est quand même pas gagné. Parce que Julien de Normandie aurait aimé être parmi nous ce matin. Malheureusement, au même moment se tient le Salon des professionnels de l'immobilier de l'autre côté de la France, à Cannes, ce qui était un petit peu compliqué. Et puis Régis Baudouin, qui est le nouveau patron du plan France Trop Débit, aurait aimé aussi vous présenter ce que je vais vous dire. Malheureusement, il est retenu à Paris par une réunion qui est planifiée depuis de longue date. Et donc, grâce à tout ça, j'ai la chance d'être parmi vous. Alors, je ne suis pas venu vous dire cette année que tout va bien. J'imagine que Guillaume l'a déjà fait en présentant les chiffres, 10,2 millions de prises éligibles. Ça fait 2,6 de plus que donc en 2017. On avait, nous, tablé dans notre prévision de 2016 sur 2,5. Donc, à l'époque, certains nous traitaient de naïfs optimistes. Je me souviens de cette expression. Finalement, on a réussi à dépasser. Alors, pour vous donner les trajectoires, pour 2018, on a prévu 3 millions de prises raccordables. Ça veut dire que chaque jour ouvré, on a à peu près 12 000 locaux qui sont rendus raccordables en France. Donc, un jour comme aujourd'hui, jeudi 15 mars, il y aura 12 000 locaux en moyenne qui vont être rendus raccordables au FTTH. Juste, ça fait le périmètre de la communauté d'agglo de Cœur-Côte-Fleury qui nous accueille aujourd'hui. Alors, je ne suis pas non plus venu vous dire que tout va mal. Je crois qu'on a une traditionnelle séquence de flagellation collective après pour vous dire que la France est tellement mal classée dans les classements internationaux et qu'elle est tout en bas et que rien ne va. Non, je suis venu vous parler simplement des chantiers qui sont en cours, ce qu'on est en train de faire, et notamment sur 6 points. Le premier, ce sera la zone AMI. Le deuxième concernera les RIP, le troisième l'AMEL, le quatrième rapidement le guichet de cohésion numérique, puisque c'est surtout des choses qui sont en préparation. Le cinquième point sera la transparence, et le sixième point concernant, petit mot sur le mobile, même si ce n'est pas le cœur du sujet, j'imagine que ça intéresse certains. Alors, sur la zone AMI, le travail qui a été engagé suite aux déclarations du président de la République lors de la première conférence des territoires le 17 juillet dernier, c'est comment on fait pour sécuriser et rendre contraignants les engagements qu'ont pris les opérateurs. Donc, dans une première étape, on regarde les intentions d'investissement qu'ont pris les opérateurs en 2011, donc SFR et Orange, et on cherche à sécuriser, à rendre opposables ces engagements pour que d'ici fin 2020, tous les locaux de cette zone puissent bénéficier d'une offre de raccordement au FTTH. Alors, on a eu des courriers dès le mois de décembre qui apportaient des vraies propositions d'engagement. Simplement, le diable est dans les détails. Et lorsqu'on a voulu préciser un certain nombre de choses, être certain d'avoir bien explicité les engagements et les clauses, on s'est rendu compte qu'il fallait ajuster certains termes, et il y a certains ajustements qui peuvent avoir des conséquences lourdes en termes juridiques, financières, opérationnels, que quand on prend un trend aussi fort, il faut envisager qu'une forte épidémie de grippe peut, par exemple, vous faire décaler de 15 jours votre planning, et donc de déraper par rapport à vos engagements, et donc de risquer une sanction de l'ARCEP. Donc il a fallu, encore une fois, travailler à la virgule près. Le travail est achevé, c'est-à-dire dire que le gouvernement va saisir l'ARCEP demain ou en tout début de semaine prochaine, des courriers, des propositions d'engagement des opérateurs. Une fois qu'on aura reçu l'avis de l'ARCEP et en tenant le plus grand compte, le gouvernement pourra décider d'acter, de prendre ces engagements, et qui deviendront dès lors opposables, contrôlables et sanctionnables par l'ARCEP. Alors, très concrètement, on jouera en transparence. Les courriers des opérateurs seront rendus publics. Pourquoi ? Parce que aussi, ils sont intéressants
parce qu'il fixe un standard, il fixe une base, parce qu'on ne va pas s'arrêter là, il n'y a pas que Orange et SFR de 2011. Il y a un certain nombre d'opérateurs, d'investisseurs qui sont prêts à aller encore plus loin dans ces engagements d'investissement privé. Donc c'est qu'une première marche. La deuxième, bien évidemment, elle sera ouverte à l'ensemble des opérateurs. Alors pourquoi on les a bien séparés? C'est que la première de 2011, c'est un peu du top-down, donc c'était l'appel à manifestation d'intérêt national. Tout ce qui, depuis, peut être décliné va relever finalement de décisions locales, des collectivités territoriales. C'est pour ça que tout le reste, même si c'est une nouvelle forme d'AMI, se placera dans le cadre des AMEL, des appels à manifestation d'engagement locaux, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons chercher les engagements des opérateurs, mais ce seront aux collectivités de nous dire, ben voilà, tel opérateur est prêt à prendre ses engagements sur mon territoire et j'aimerais bien que vous les preniez dans le réceptacle du L3313 pour finalement les contrôler et les sanctionner le cas échéant par l'ARCEP. Donc, par exemple, j'imagine que la métropole européenne de Lille, qui a confié 13 communes, le déploiement de 13 communes à Covage, pourrait nous proposer avec Covage des engagements L3313 sur ces zones, que TDF, qui a été retenu dans les Yvelines, pourrait nous proposer des engagements L3313 dans ces zones. Et puis, bien sûr, tous les autres opérateurs, j'imagine que Altitude, Action, SFR nous en proposeront également sur d'autres zones. Mais la logique de l'AMEL, c'est bien que ce sont les collectivités territoriales qui proposeront ces engagements, et le gouvernement n'entend pas accepter des engagements qui n'auront pas été validés, proposés par les collectivités territoriales. Alors, concernant les RIP, le guichet a été suspendu le 15 décembre dernier. Alors, ça ne veut pas du tout dire qu'on a posé des stylos et qu'on a arrêté. Au contraire, les instructions se poursuivent à un rythme important. Ils se poursuivent en tout cas normalement. Pourquoi il y a eu cette suspension du guichet? Parce que, d'abord, nous, on a estimé que l'ensemble des dossiers dans le pipe épuisaient l'enveloppe budgétaire disponible, et que on considère qu'on a une responsabilité vis-à-vis des collectivités, c'est pas de leur promettre ou de faire croire des choses qu'on ne sera pas capable de tenir. Donc tant qu'on n'a pas les engagements budgétaires en face, il est hors de question de continuer à recevoir des dossiers. On a une parole de l'État à laquelle on tient, qu'elle soit totalement respectée, parce que aussi, il fallait qu'on ait une meilleure vision du reste à faire. On voit bien que les conditions de marché sont sensiblement différentes depuis quelques mois, et que il est donc important pour nous d'identifier ce qui reste à faire, d'identifier les nouvelles opportunités des conditions de marché récentes, et en fonction de cette évaluation, le gouvernement pourra prendre les décisions politiques pour savoir comment aller au-delà de ce qui a déjà été validé dans le cadre du plan France Très Haut Débit et des 3,3 milliards qui sont aujourd'hui complètement sécurisés. Alors, toujours dans ce domaine des RIP, la volonté du gouvernement, c'est aussi de bien protéger ces réseaux d'initiative publique, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il a examiné avec attention et intérêt la proposition de loi du sénateur Chaise, avec l'idée que les expériences qui ont pu se dérouler sous nos yeux les derniers mois, et en particulier l'été dernier, devaient nous amener à la vigilance. C'est vrai qu'on a un plan France Très Haut Débit qui est aujourd'hui beaucoup construit sur des équilibres, sur des consensus, mais on s'est rendu compte que parfois certains opérateurs rationnels pouvaient avoir envie ou intérêt à ne pas jouer ce système coopératif, et qu'il fallait peut-être avoir des cordes de rappel un peu plus contraignantes, juridiques, pour s'assurer. Notre position, c'est qu'il ne faut pas que ces nouveaux garde-fous ne retardent ou constituent un frein à la dynamique actuelle, mais néanmoins, sous cette réserve-là,
ils doivent être examinés avec attention. Un deuxième point qui concerne les RIP et la protection des RIP, c'est la question de la zone fibrée. Je crois que vous en parlerez tout à l'heure. Alors, même si la zone fibrée ne concerne pas que les RIP, en réalité, elle a quand même une importance particulière pour les RIP. La zone fibrée, dans sa dernière version législative, est issue de la loi pour une république numérique d'octobre 2016. C'est vrai qu'on n'est pas en avance, enfin on va même le dire, on est en retard sur la prise des décrets d'exécution et que les choses sont suivies de près et que simplement il faut savoir que c'est un peu complexe parce qu'on va avoir besoin d'un décret en Conseil des ministres qui nécessite un avis du Conseil d'État, qui tout ça est un petit peu long. Pourquoi ? Parce que la zone fibrée, c'est armer une arme dissuasive. C'est pas juste un label un autocollant qu'on va mettre à l'entrée de son panneau de son village. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui puisse être armé et utilisé le jour où, dans l'hypothèse où on se rendra compte qu'il y a un certain nombre de choses concernant la commercialisation des RIP qui ne fonctionnent pas. Typiquement, et l'ARCEP l'avait évoqué dans ses différents avis, dans des zones fibrées, donc qui sont reconnues comme étant complètes, solides, on a des taux de commercialisation qui ne bougent pas et on n'a pas les grands opérateurs qui viennent, peut-être qu'on pourra utiliser, enfin que l'ARCEP pourra utiliser un certain nombre d'outils, mais qui sont lourds en termes de conséquences juridiques, financières. Et donc c'est logique que, du coup, la labellisation, elle aussi, passe par un processus un peu lourd, parce que comme les conséquences sont lourdes, il faut que la labellisation, elle ait été bien stabilisée, sécurisée en amont. Et plus on sécurise le processus de labellisation, plus on pourra y attacher des conséquences lourdes, et c'est bien l'objectif et l'option que l'on a retenu. Alors, jusqu'où on ira a priori, et sans vouloir faire des engagements fermes, pour le coup, on peut espérer qu'à la fin du premier semestre, fin juin, juillet, dans le meilleur des cas, si tout va bien, on sortira les décrets nécessaires à l'application de la zone fibrée. Il faudra peut-être réfléchir à faire des expérimentations parce que on est quand même dans un monde nouveau, y compris dans le process de qualification avec l'ARCEP. C'est des choses qu'on va regarder avec les associations de collectivités pour voir comment on peut rapidement mettre ça en œuvre. Pourquoi pas à Cœur-Côte-Fleury, qui effectivement a un réseau qui aujourd'hui connaît des problèmes de commercialisation qui ne sont plus tenables. Alors il y a des raisons techniques qui sont en train d'être traitées, mais une fois dès lors qu'elles sont totalement traitées, on ne peut pas rester sur des réseaux publics vides. Donc nous allons engager les travaux nécessaires avec la zone fibrée pour que ça y réponde. Mon troisième point, j'y reviens sur l'AMEL, même si je l'ai un petit peu dévoilé, parce que c'est une suite de l'AMI. En tout cas, on attend que les engagements des opérateurs et des investisseurs privés pour aller au-delà dans la zone RIP de 2011 et le même niveau d'engagement que les engagements pris par les opérateurs dans la zone AMI. Alors, cet AMEL, et j'insiste dessus, il est à la main des collectivités territoriales qui pilotent les projets. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, on est dans une zone qui a été identifiée comme une zone d'initiative publique, et la question, c'est de savoir comment je mobilise au mieux les investisseurs et les opérateurs privés pour accélérer mes déploiements, et puis pour finir mes déploiements, parce qu'en général, enfin en tout cas sur une partie importante des projets, on n'a pas prévu un déploiement à 100%, et donc la question peut se poser de savoir comment je mobilise au mieux. Alors, il y a une réponse. S'il y a un opérateur qui dit moi je vous fais tout le reste à 100% FTTH, je m'engage avec mon sang, avec du L3313, très bien. Donc ça, après, les engagements de date, autant sur la zone AMI, on était très ferme sur le fait que ça devait être fait avant fin 2020, autant là, c'est à la collectivité territoriale de choisir.
Elle peut très bien accepter des engagements 2022, 2023. Nous, on estime qu'il ne faut pas aller au-delà de 2025 parce que sinon, le public est capable de le faire de manière anticipée et plus rapide. Bien évidemment, plus le terme est loin, plus il faudra une trajectoire de déploiement pour être sûr de ne pas se faire avoir à la fin. Donc ça, c'est une première hypothèse. Il y a une deuxième hypothèse où, sur le reste à faire, on a des opérateurs qui proposent une partie. Donc ça, la collectivité, elle peut dire, j'accepte cette partie, puis sur ce qui reste, j'en ferai un bout de RIP, soit dans le cadre du contrat initial, soit dans le cadre d'un nouveau contrat. Et puis, elle peut aussi avoir la conclusion que, au fond, on propose qu'un bout. Les quelques pourcents qui vont rester vont me coûter horriblement cher et vont être compliqués. Et donc, je décide de faire, par exemple, sous un modèle de DSP concessive, un contrat public pour l'ensemble. Mais peu importe l'issue du processus AMEL, ce qui est important pour nous, c'est que dans un moment donné, donc on se donne jusqu'à l'été, tous ensemble, avec les collectivités, on se dise comment on arrive au mieux à tirer profit des appétits d'investissement des opérateurs privés, des investisseurs privés, pour savoir ce qui reste à faire et, en conséquence, ajuster les dispositifs de soutien de l'État. Donc l'AMEL, ce n'est pas un ami bis qui va bouleverser les projets des collectivités. D'abord parce que nous, on n'a pas connaissance précise des contraintes qui pèsent sur les collectivités. Il y a des contraintes juridiques, parce qu'elles ont signé un contrat avec un premier partenaire qui peut avoir des clauses d'exclusivité, qui peut... donc ça, c'est à elles de les apprécier, c'est leur risque juridique. Il y a des risques politiques, parce que quand vous avez lancé un projet, même si vous êtes engagé juridiquement que sur 50% de vos déploiements, très souvent vous avez mis tout le monde autour de la table et que l'ensemble des collectivités sont impliquées dans le SMO. Donc si celles à qui vous avez dit vous serez dans la deuxième phase, maintenant on leur dit non, en fait vous n'êtes plus du tout ni dans la première ni dans la deuxième, vous êtes en AMEL, ça peut poser des problèmes politiques que nous on n'est pas en mesure d'apprécier. C'est bien à la collectivité de les apprécier. Alors c'est pour ça que là où on attendait parfois un peu une cathédrale, un truc parfait qu'on allait pouvoir déployer, non, ça dépendra des collectivités territoriales, de la spécificité de leur passé juridique, de leurs engagements juridiques, et puis également de leurs engagements politiques. Voilà, ce qu'on souhaite, c'est que ça soit réalisé dans un temps donné. Alors là aussi, on n'est pas particulièrement en avance. On avait dit qu'on transmettrait... une explication aux collectivités au mois de février, ce sera au mois de mars, je ne sais pas si ce sera demain ou la semaine prochaine, mais enfin les courriers ils circulent et ils ne sont plus qu'en validation. En tout cas, voilà le principe de l'AMEL. Alors j'ai lu ici ou là que l'AMEL ne marcherait pas très bien. Pour nous, AMEL c'est tout ce qui est hors AMI initial. Et aujourd'hui, on est raisonnablement optimiste sur le fait qu'on ait plus de 1 million de prises qui basculeront en AMEL, et on estime qu'on pourrait monter jusqu'à 3 millions. Donc on est beaucoup plus optimiste que ce que certains peuvent dire, parce que, encore une fois, les choses sont en train de se construire de manière coordonnée. Et dans ce cadre-là, bien évidemment, on acceptera tous les engagements L3313 poussés par les collectivités, des opérateurs et de tous les opérateurs, sachant que le fait que le gouvernement accepte des engagements L3313 ne signifie nullement qu'il y a une exclusivité sur la zone. En tout cas, en l'état actuel du droit, c'est très clair. D'ailleurs, je vais vous révéler que dans les engagements qu'on a reçus des opérateurs de la zone AMI, il y a des engagements qui se recoupent. Donc, ça veut bien dire qu'il n'y a pas d'exclusivité, on n'est pas en train d'organiser un partage entre opérateurs. La logique, ce serait quand même qu'il n'y en ait pas deux qui déploient au même endroit, et l'ARCEP s'y emploie au travers de la régulation, mais on n'accorde pas de droit exclusif sur les zones lorsque l'on accepte les engagements L3313. Petit point sur le guichet de cohésion numérique, qui a été annoncé par le Premier ministre le 14 décembre dernier à Cahors. L'idée, c'est de mobiliser 100 millions d'euros pour arriver à rendre plus effectif, à crédibiliser auprès des usagers les solutions hertziennes dont on a absolument besoin
à la fois pour atteindre l'objectif, premier objectif qui est très court, hein, du président de la République 2020 du bon haut débit pour tous, 8 mégabits pour tous. Ça, on ne saura pas faire si on ne mobilise pas massivement des technologies hertziennes, soit terrestres, de THD radio. Je sais que l'ARCEP va lancer demain, pour la première attribution de fréquence, je ne sais pas exactement, en Bourgogne sur la bande 3.5 sur le THD radio, même s'il y a déjà du THD radio qui s'est déployé dans les territoires. Il y a la 4G fixe qui va permettre là aussi d'apporter du bon haut débit dans certains territoires. Ça ne va pas être un truc qui va cannibaliser à plusieurs millions de clients. Nous, on estime que c'est quelque chose qui sera légèrement inférieur à 1 million de clients, ou en tout cas de prospects d'ici 2020. Et puis, on a toujours les solutions satellitaires, parce qu'il y a des endroits où on n'aura ni 4G, ni THD radio, et là, on n'aura que la solution satellitaire qui s'améliore, là aussi, d'année en année. Et donc, pour nous, ce qui était important, c'est qu'au-delà de la solution technologique que l'on a, et qui est souvent validée, c'est qu'on ait aussi un appui politique pour que ces technologies soient utilisées dans un écosystème de distribution et de commercialisation qui ne fasse pas peur aux clients. Parfois, on préfère, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a des gens qui nous disaient on préfère rester à 1 ou 2 mégas avec un grand opérateur que passer à 15 mégas avec un opérateur qu'on ne connaît pas. Donc, il est aussi dans la logique de ce guichet de cohésion numérique de donner un peu d'institutionnaliser un peu ces solutions qui, encore une fois, sont crédibles, sont bonnes et dont on a absolument besoin pour atteindre les objectifs fixés par le président de la République. Très concrètement, le guichet devrait ouvrir en toute fin d'année 2019, s'appuyer sur un certain nombre d'offres que feront les opérateurs, les fournisseurs d'accès Internet, avec le principe que l'État aidera le prospect, le client, le nouveau client, avec une subvention de 150 € qui pourra s'articuler, et c'est ça qu'on est en train de discuter, avec les aides des collectivités territoriales. 5e point sur la transparence, c'est un point sur lequel on a été extrêmement faible ces dernières années. On a même vu que certains ont saisi à raison la CADA. Non pas qu'on ne voulait pas être transparent, c'est juste qu'on n'avait pas bien le temps de répondre. Mais ça met en lumière effectivement qu'on avait un problème de transparence, qu'on a encore un problème de transparence. Alors, on a développé un observatoire France Très Haut Débit, dont on est assez fiers. Maintenant, bien évidemment, c'était une base. Il fallait l'enrichir, le progresser. On n'avait pas les moyens, pas les ressources. Dans le même temps, on voyait que l'ARCEP enrichissait chaque fois, chaque trimestre, ses outils. On s'est dit, soyons intelligents, mutualisons tout ça. Et puis, et donc, à la fin de l'été de cette année, on devrait avoir un aboutissement avec un observatoire encore plus abouti qui sera piloté par l'ARCEP. Je pense que c'est quelque chose qui est déterminant pour nous, hein, à la fois sur les zones AMI, mais également sur les zones RIP. C'est qu'on puisse voir ce que les opérateurs ont dit, les engagements qu'ils ont pris, et ce qu'ils sont en train de faire. Et pas qu'au niveau national, au niveau très très local. Et ça vaudra aussi bien pour les zones AMI, Orange SFR, mais également pour les zones RIP. Et j'insiste dessus, parce que sur le dernier trimestre, par rapport aux prévisions un peu plus locales que nous on a en interne, c'est pas sur les zones AMI que j'ai des inquiétudes, c'est sur certaines zones RIP. Et donc là aussi, il va falloir collectivement, et c'est pas honteux, expliquer parfois pourquoi sur certaines zones RIP on prend du retard. Les zones RIP, d'ici 2022, c'est 9 millions de prises. Donc si on a un retard même de 10%, c'est juste énorme. Donc il va falloir que collectivement, on s'interroge lorsque on constatera des écarts. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a des problèmes d'organisation de la filière ? Est-ce qu'on a des problèmes de ressources ? Est-ce qu'on a des problèmes d'emploi ? Est-ce qu'on a des problèmes de CAPEX pour certains, de structuration financière ? Bref, cet exercice de suivi trimestriel va permettre probablement de mettre une lumière un peu crue, il faudra le dire, sur les problèmes, mais tant mieux. Enfin, un dernier mot, et je serai très rapide, sur le mobile. Le mobile, vous l'avez pu l'entendre, le gouvernement et l'ensemble des parties prenantes a marqué un essai assez inédit, qui est que pour la première fois, on va consacrer la ressource, l'asset, l'actif, certes difficilement palpable, mais essentiel,
de l'État, qui sont ces fréquences, son spectre, eh bien, va être consacré non pas à alimenter les caisses de l'État, mais à l'aménagement numérique du territoire. En clair, on a fait le choix, au lieu de prendre 3 milliards, ou 2 ou 3 milliards, je ne sais pas, et mettre dans le budget de l'État, pour aller faire, je sais pas, des routes, des hôpitaux, on les a pris pour faire de l'aménagement numérique du territoire. 3 milliards, c'est grosso modo l'enveloppe du plan. Donc c'est juste énorme, c'est un investissement énorme que la nation est en train de faire. Donc ça, c'est l'essai qui a été marqué. Simplement, comme la plupart des essais, les beaux essais, ils sont mis toujours dans le coin, près du drapeau, et à transformer, c'est plus compliqué. Sauf que là, précisément, si on veut gagner le match, il faut absolument le transformer, cet essai. Et la transformation, elle est compliquée. L'exécution, la mise en œuvre, elle est compliquée. Il va falloir choisir le bon buteur, il va falloir regarder le sens du vent, tester les vents contraires, et puis pour pouvoir réussir ce défi qui est important. Quelques convictions. D'abord, c'est que ce sera un choix, en tout cas pour le guichet cohésion, de mise à disposition pour les collectivités locales. Le choix de ces sites, il devra être essentiellement local. C'est pas quelque chose de top-down, on va vous dire, on va vous expliquer ce qui est mal couvert et imposer les choses. Ce sera bien des choix qui seront locaux. Alors après, ils pourront être alimentés utilement par des outils nationaux. Je veux dire, on a les cartes de l'ARCEP, il y a un certain nombre d'études qui ont été faites, il y a des instances comme le CEREMA, comme l'NFR, qui ont aussi un certain nombre de compétences. Il y en a certains qui ont des conseils pour les accompagner dans ce travail. Il y a la plateforme mobile. Bref, on a plein de ressources, et ça, il faut mettre tout au maximum pour que la décision locale puisse être la plus pertinente possible. Ça, c'est une première conviction. La deuxième conviction, c'est que ça ne va pas être open bar, en tout cas pas dans l'idée que je me fais de l'open bar. C'est-à-dire que, certes, vous allez pouvoir choisir à peu près ce que vous voulez, mais pas autant que vous voulez. Donc il y a bien des choix pour les élus locaux qui seront à faire. Puis accessoirement, on vous demandera aussi de couper les tranches de citron si vous voulez que ça aille vite. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il est faux de croire que la couverture mobile va tomber du ciel et que les opérateurs vont s'occuper tout de A à Z. Si on veut que le programme couverture mobile accélère, aille très vite, il va falloir impliquer tous les acteurs de la chaîne, bien évidemment les collectivités territoriales, parce que collectivités territoriales, c'est elles qui ont le syndicat d'énergie. Donc pour programmer des travaux d'extension pour les raccordés de pylônes, on a APS, c'est un acteur essentiel, parce qu'on a besoin de l'opérateur de RIP qui saura aller, le cas échéant, apporter une fibre proche du pylône. Parce que pour retrouver un terrain assez rapidement, quand l'opérateur, il le fait, certes, il a un certain savoir-faire, mais quand le maire, il sait exactement quel bout de terrain à qui il appartient et il est capable d'aller discuter le soir même avec la personne qui en est propriétaire pour essayer de voir comment on avance. Donc on aura besoin d'une mobilisation locale, des task forces locales qui permettront d'avoir une mise en œuvre très rapide de ce deal mobile. Qui permettra d'atteindre le dernier objectif qu'avait fixé le président de la République, qui était d'avoir une couverture mobile de qualité dans tout le territoire d'ici fin 2020. Vous voyez qu'aussi bien que sur le fixe comme sur le mobile, on a des enjeux et des défis qui sont considérables, des investissements qui sont considérables dans les 2 et 3 prochaines années. On réfléchit à essayer de structurer, d'accompagner au mieux aussi la filière, qui est très largement représentée aujourd'hui. On sait qu'il y a des travaux de la FIRIP qui sont engagés de manière importante, mais c'est très important, maintenant qu'on a l'argent, qu'on a la volonté, il faudra qu'on ait l'outil industriel et que la machine ne déraille pas, sinon on aura du mal à atteindre ces objectifs particulièrement ambitieux. Merci de votre attention. Merci Antoine.